m'avez confié le rôle du monsieur Loyal. Je ne sais pas si je serai à la hauteur de la tâche. J'aimerais simplement d'abord vous remercier de votre accueil, remercier l'Université d'État de Moscou, remercier la faculté d'histoire, remercier également Anne Muxel et Pascal Perrineau pour cette rencontre que je voudrais placer sous le signe de l'amitié. Vous le savez, à titre personnel, je suis très attaché à l'université de Moscou, où j'ai travaillé, où j'ai eu le plaisir et l'honneur même d'enseigner. J'aimerais rappeler aussi, parce que cette rencontre n'est pas totalement désincarnée ni sortie de l'histoire, c'est aussi le signe de l'amitié entre deux institutions, l'Université d'État de Lomonosov et Sciences Po. Sciences Po Paris, qui est notre maison commune. Je rappellerai simplement, parce que je crois qu'il est bon aussi de ne pas oublier cette histoire commune. Sont venus enseigner ici des personnalités que nous connaissons. René Raymond, qui fut président de Sciences Po, ont enseigné des grands sociologues de notre maison, et vous les avez généreusement accueillis, comme Henri Mindras, Michel Crozier. Et il y a eu la réciproque, puisque je vois ici des visages connus, qui sont venus comme professeurs associés, qui ont enseigné chez nous à Sciences Po, des personnalités, des historiens, des sociologues de l'Université d'État ou de maisons amies comme le Guimau, où nous étions hier. Donc j'aimerais vraiment que cette rencontre, indépendamment des choses qui vont être dites, soit vraiment placée sous le signe de l'amitié. Et aujourd'hui, nous sommes en fin d'année universitaire, cela fait du bien, après les examens, après les concours. Alors, cette rencontre est placée aussi sous le signe évidemment de la science politique, et je crois qu'il était utile que nous puissions discuter après un an d'une période électorale, dans le cadre des études françaises en quelque sorte, de faire un peu sinon un bilan, du moins de dresser un tableau du sentiment de politique français un an après les élections, élections présidentielles et élections législatives. Et ce que je vous propose, c'est que ce soit plutôt, plus qu'une conférence, que ce soit plutôt une discussion. Je vais peut-être lancer en quelque sorte cette discussion. Je proposerai peut-être à Pascal Perrineau, professeur des universités à Sciences Po Paris, président aussi de l'Association des anciens de Sciences Po, et à Anne Muxel, qui est professeure à Sciences Po, directrice de recherche également au CEVIPOF, peut-être de faire quelques propos liminaires sur d'abord, dans un premier temps, en gros, quel est le tableau politique, des forces politiques qu'on peut établir, dresser de la France un an après l'élection d'Emmanuel Macron et des législatives qui ont suivi, mais aussi parce que nous sommes dans une université, dans un monde qui travaille avec la jeunesse aussi, et j'aimerais poser une question aussi à Anne Muxel, de nous dresser un peu un panorama du sentiment politique de la jeunesse française aujourd'hui, et nous rebondirons peut-être là-dessus par des questions ou par une discussion. Voilà, merci beaucoup de cette présentation. Merci beaucoup à la faculté d'histoire de l'Université d'État de Moscou de nous avoir invités et de nous permettre de faire le point un an après sur cet étonnant moment de révolution politique que la France a connu. Alors le terme de révolution, il faut s'en méfier parce que c'est un terme dont on use et on abuse. Mais il faut savoir que pour nous, Français, nous avons en un an connu un changement radical de la plupart de nos repères politiques, ce qui est rare dans l'histoire politique et dans l'histoire électorale. Vous savez que Sciences Po, Pascal Cauchy le rappelait, a de grandes traditions intellectuelles depuis son apparition dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et parmi ces traditions intellectuelles, il y en a deux prestigieuses. Il y a celle de l'histoire politique, incarnée plus que d'autres par René Raymond. Et puis il y a celle de la sociologie électorale, et particulièrement de la géographie électorale à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, avec la figure prestigieuse d'André Siegfried. Et quelque part, celles et ceux qui font de la science politique à Sciences Po aujourd'hui se sentent les héritiers de ces deux grandes traditions intellectuelles. Et
quand on regarde aujourd'hui, au travers de ce filtre de la sociologie électorale et de l'histoire politique, ce qui s'est passé dans l'année qui vient de s'écouler, eh bien, on peut parler, à juste titre, de révolution politique ou de ce que j'ai appelé, moi, dans un livre qu'on vient de sortir à Sciences Po, le vote disruptif, la notion de disruption politique. Alors, vous savez que le terme de disruption politique est un terme qui a été utilisé beaucoup plus dans le monde de l'économie et des entreprises. Qu'est-ce que c'est que la disruption? C'est l'apparition de nouveaux acteurs économiques sur un marché, des acteurs économiques qui vont perturber très profondément les règles de ce marché en proposant de nouveaux produits, de nouveaux services. Par exemple, sur le marché des transports, Uber, quelque part, est un acteur de la disruption du marché des transports. Et quelque part, cette notion de disruption a été importée peu à peu du domaine économique au domaine politique, et en particulier beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes qui étaient autour d'Emmanuel Macron dans les années 2015-2016 connaissaient très bien ces analyses de la disruption qui ont été théorisées, si ça vous intéresse, par un professeur de Harvard, spécialiste de business, qui s'appelle le professeur Christensen, et qui a écrit des choses. C'est lui qui a inventé cette notion de disruption et cette notion de ce qu'il appelle l'innovation disruptive. Parce qu'il dit, dans la disruption, il y a de l'innovation, et de l'innovation radicale qui intervient sur le marché économique ou sur le marché politique. Or, le marché politique français, il a été profondément perturbé. C'est un processus de destruction d'un vieux système et de création d'un nouveau système. Un processus de destruction créatrice. Et c'est vraiment ce à quoi nous assistons depuis un an et demi. Alors, ce processus de destruction créatrice, d'innovation disruptive, quels en sont les symptômes, les éléments? Alors d'abord, en termes électoraux, on a vu apparaître de nouveaux types de comportements électoraux. Les comportements électoraux en France s'enracinaient depuis des décennies, certains disaient depuis des siècles, dans des tempéraments politiques stables, la gauche, la droite, dans des sociologies relativement stables. Le vote de gauche était avant tout le vote des petits salariés, des ouvriers, des employés. Le vote de droite était plutôt le vote des indépendants, des paysans, des commerçants, des artisans, des chefs d'entreprise, de la moyenne, des classes moyennes. Et puis ça s'enracinait dans des territoires. Il y avait une France de gauche et une France de droite. Quand on était en effet dans l'Ouest, là on était au cœur de la France de droite. Quand on était dans la Provence, on était au cœur de la France de gauche. Bon. Aujourd'hui, tout cela n'a pas complètement disparu, bien sûr, hein, mais tout cela est profondément mis à mal. Tout cela est profondément mis à mal parce que les Français ont décidé de changer. Ils ont décidé de changer dans leur immense majorité. Vous savez qu'il y a un an, nous votions donc pour l'élection présidentielle. Plus de 70% des Français ont construit leur choix électoral au cours de la campagne, c'est-à-dire pendant la campagne électorale, soit plus de 70%. Plus de presque 3 Français sur 4 ont décidé de leur choix électoral au cours de la campagne. C'est-à-dire avant la campagne, ils avaient d'autres choix, ils avaient des interrogations, et ils ont construit leur choix électoral. Vous voyez qu'on est très loin des choix politiques et électoraux hérités. Ou avant, au début de la Ve République, on était gaulliste depuis toujours, on était de gauche depuis toujours, on était communiste depuis toujours, on était socialiste depuis toujours, on était démocrate chrétien depuis toujours. Ça appartient largement à un vieux monde. Donc, il y a là un premier symptôme, vous voyez. Ce que vous savez, dans la sociologie électorale, nous appelons la volatilité électorale. Des comportements d'électeurs
qui sont de plus en plus des comportements de consommateurs sur un marché. J'utilisais la notion de marché politique tout à l'heure. Eh bien, voilà, nos électeurs deviennent de plus en plus des consommateurs sur un marché avec la fluidité, la volatilité des comportements où, en fait, l'électeur n'exprime pas simplement une condition sociale, des intérêts sociaux ou culturels, il répond à un système d'offres politiques, comme un consommateur sur un marché. Et donc, en fonction de l'offre politique, quel type de candidat, quel type de force politique, eh bien, voilà, l'électeur va modifier son comportement. Ça, c'est un des premiers signes. Et ça touche, allez, 2/3 des électeurs. Ça touche 2/3 des électeurs. Donc, une volatilité. Cette volatilité, on la sentait venir. Mais comme souvent, vous le savez, dans le domaine des sciences économiques et sociales, nous sommes conservateurs. Beaucoup d'intellectuels français se présentent très souvent comme des grands progressistes au plan des idées, mais ils sont d'un conservatisme dans leur discipline absolument indépassable. C'est-à-dire, ils pensent la réalité d'aujourd'hui avec des lunettes intellectuelles d'hier. Et ils ont beaucoup de mal à prendre en compte les phénomènes d'innovation, les phénomènes de rupture, les phénomènes de disruption. Ils ont beaucoup de mal, parce qu'il faut changer nos catégories intellectuelles. Et donc, beaucoup d'observateurs refusaient de voir. Ils refusaient de voir quoi? Ils refusaient de voir que les vieilles forces politiques étaient rentrées dans une crise extrêmement profonde. Toutes les enquêtes, mais depuis pas 2 ans, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, montraient que les Français en avaient assez des partis traditionnels. En avaient assez de la classe politique traditionnelle. Et qu'il y avait un phénomène de défiance vis-à-vis du système politique qui était en train d'atteindre des sommets. Les Français en avaient, si vous me permettez, marre. Ils en avaient assez du système politique et de l'alternance entre la gauche et la droite, une fois Mitterrand, une fois Chirac, une fois Hollande, une fois Sarkozy, et rien ne changeait. Donc, un phénomène d'usure du système politique. Deuxièmement, les clivages politiques étaient en train de changer. Vous savez qu'il y a un grand courant dans la science politique qui a été représenté très bien par un politologue norvégien et un politologue américain, Lipset et Stein Rokkan, qui a fondé un courant qui analyse véritablement comment les clivages politiques s'enracinent, trouvent leur sens en s'enracinant dans des clivages sociaux, des clivages religieux, des clivages culturels, des clivages géographiques. Ce système de clivage sur lequel nous vivions en Europe depuis l'après-guerre, sur les décombres des régimes autoritaires, les démocraties européennes s'étaient reconstruites après la Seconde Guerre mondiale, et en effet, on avait l'impression que l'avant-guerre réapparaissait. Les clivages gauche et droite réapparaissaient. Les vieux partis, parti communiste, parti socialiste, parti conservateur, réapparaissaient. La démocratie chrétienne réapparaissait. Et qu'au fond, ces clivages continuaient à s'enraciner dans des clivages sociaux et dans des clivages culturels, religieux, des clivages territoriaux. Au fond, que rien n'avait profondément changé. Et encore, dans les années 70-80, la plupart des observateurs, sinon la quasi-totalité, vous expliquaient, mais vous en faites pas, les clivages se sont gelés. On parlait de frozen cleavages. Les clivages se sont gelés, ce sont toujours les mêmes. Il y a la gauche qui s'enracine et qui défend les intérêts des milieux populaires, et puis il y a la droite qui défend les intérêts de la bourgeoisie, etc. Il y avait une analyse de classe, il y avait, oui, toujours, j'allais dire, les mêmes catégories. Et on ne voyait pas ce qui était en train de changer. Qu'est-ce qui était en train de changer? Et on l'a vu particulièrement dans tous les pays européens, autour de la question européenne. Vous savez que la question de la construction européenne, telle qu'elle apparaît dans les années 50, au fond, pourquoi elle apparaît dans les années 50, autour de l'axe franco-allemand?
Parce que les Français, comme les Allemands, se disent plus jamais ça. Plus jamais la guerre. Ça suffit, nous nous sommes affrontés 3 fois, ça suffit. Et donc il y avait cette volonté de paix et une volonté de reconstruction économique. C'était les 2 ressorts de la construction européenne. La paix et la croissance. Et la construction européenne, au début, c'est une affaire d'élite. Ce n'est pas le peuple qui s'en empare. Ce sont les députés, les gouvernements, sous la 4e République, les démocrates chrétiens des 2 côtés du Rhin. Voilà. D'ailleurs, la démocratie chrétienne a joué un rôle. Les socialistes démocratiques aussi ont joué un rôle pour fonder l'idée européenne et la porter. Très bien. Mais tout va changer dans les années 70-80. La question européenne va devenir une question que l'on va mettre au premier rang des consultations électorales. D'abord, vous savez, fin des années 70, le Parlement européen est élu par les peuples européens. Ce ne sont plus simplement les délégués des parlements nationaux. Dès les années 70, on prend l'habitude de consulter les populations sur la question européenne. Par exemple, le président Pompidou va décider de consulter les Français sur l'entrée de la Grande-Bretagne, de la Norvège à l'époque également, dans le marché commun. Et puis, peu à peu, on va de plus en plus consulter les peuples. Référendum de Maastricht, sur le traité de Maastricht en 1992. Les Français répondent oui, tout juste. La France se divise en 2. Et puis 2005, à nouveau, on consulte les Français. Ça passionne la population. Taux de participation extrêmement élevé. On consulte les Français sur ce qu'on appelle le traité constitutionnel européen. C'est-à-dire la tentative de construire une Europe politique. Et là, les Français disent non. Comme les Hollandais, d'ailleurs, ils vont dire non. Et là aussi, taux de participation phénoménal, campagne passionnée, et une France qui se casse en 2. Et là, beaucoup d'observateurs n'ont pas voulu voir ce qui se passait. Est-ce que ces divisions de la France en 2 correspondaient à la vieille division gauche-droite? Pas du tout. Absolument pas. Les Français étaient divisés en 2 parties. Ça n'avait rien à voir avec le clivage gauche-droite. Il y avait un oui à l'Europe de gauche et de droite. Il y avait un non à l'Europe de gauche et de droite. Donc le clivage était un autre clivage. Le clivage était en train de changer, mais on ne voulait pas le voir. Qu'est-ce que c'était que ce clivage? C'était un clivage sur la question européenne, mais pas seulement. C'était un clivage également sur la globalisation économique, politique, les premiers instruments de gouvernance mondiale, la montée en puissance du FMI, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, le G7, puis le G20, tous ces instruments de gouvernance supranationale qui existent aujourd'hui. Et au fond, on s'aperçoit que dans tous nos pays, parce que ça dépasse la seule Europe qui est dans l'Union européenne ou pas d'ailleurs, un clivage devient essentiel. C'est le clivage entre ce que moi j'appelle la société ouverte d'un côté, c'est-à-dire tous ceux qui croient que l'on a plus à gagner qu'à perdre à l'ouverture économique, politique, sociale et culturelle de nos sociétés, et puis de l'autre côté, les sociétés du recentrage national, c'est-à-dire ceux qui disent non, il faut arrêter cette ouverture. Il faut se protéger économiquement. Regardez le débat aujourd'hui et le retour de la question du protectionnisme économique et de la guerre commerciale dans le monde tout de même. Et puis, arrêter la construction européenne et faire que nos sociétés soient des sociétés à nouveau homogènes, refusant tout aspect de mélange des populations au travers des flux migratoires. Bien, ça, c'est un clivage qui devient un clivage essentiel. Mais ça n'a rien à voir avec le clivage gauche-droite. Et tous ces éléments, l'usure politique, la montée de la défiance, l'apparition de nouveaux clivages, on le sentait depuis des années dans le système politique français, comme on le sent dans le système politique allemand, dans le système politique britannique, regardez le Brexit, dans le système politique italien, regardez la crise en Italie.
Hein? C'est-à-dire, on le voit partout, cette question. On la voit littéralement partout. Hein, je disais au Guimau hier, j'étais récemment au Brésil. Vous savez que les Brésiliens vont voter pour leur élection présidentielle. Quand vous regardez au Brésil, la question, c'est cette question-là. C'est plus du tout le clivage gauche-droite. D'ailleurs, l'ancien président de gauche est en prison, M. Lula. Donc, bon, voilà. Le clivage est beaucoup plus un clivage entre société ouverte et société fermée aussi. Une société de recentrage national. Hein. Donc, en France, on voyait tout cela monter. Et tout d'un coup, comme ça arrive dans l'histoire, des tendances latentes, des tendances lentes mais lourdes, vont tout d'un coup, en quelques mois, se cristalliser et vont faire sauter le vieux système, vont faire sauter les vieux partis, vont faire sauter les vieilles règles. Et regardez, c'était la 10e élection présidentielle. Jusqu'à maintenant, une élection présidentielle en France, c'était clair. Tous les partis s'affrontaient au premier tour, puis au second tour, c'était la gauche contre la droite. Le bien contre le mal contre le bien, selon le camp dans lequel vous vous situez. Voilà. La nuit contre la lumière. C'était l'ancien ministre de la Culture. C'était pas sa phrase la plus heureuse. Jacques Lang, ministre de François Mitterrand, qui expliquait aux Français en 1981, à l'époque où la gauche arrive enfin au pouvoir en France, sous la Ve République, eh bien voilà, la lumière succède à la nuit. Voilà. Bien. Il a été plus heureux sur d'autres registres que celui-là. Mais c'est vrai que c'était comme ça que l'on vivait tous les seconds tours. Il y avait la nuit contre la lumière, la nuit de gauche contre la lumière de droite, ou la nuit de droite contre la lumière de gauche. Là, il n'y a plus du tout de lumière, puisque la gauche et la droite rentrent dans une nuit obscure. Rentrent dans une nuit obscure, il n'y a plus de candidats socialistes et plus de candidats de droite au second tour. C'est terminé. Terminé. Le candidat socialiste est en voie de disparition. Vous vous rendez compte, le parti de Jean Jaurès, de Léon Blum, de François Mitterrand, j'oublie Guy Mollet, bien sûr. Voilà. Voilà. Mais j'oublie François Hollande. Voilà. Donc, ce grand parti de la gauche française, 6% aux élections. 6%. Donc, exit. Et la droite, représentée par M. Fillon, grand héritier des formations gaullistes puis néo-gaullistes, qui en plus de ça avait réussi à agréger à peu près toutes les tendances de la droite, il est battu, pas de la même manière, mais il est battu, il n'est pas au second tour. Et donc les Français découvrent un second tour totalement inédit. Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Bien. Alors on peut dire c'est exceptionnel, c'est le hasard, c'est le fruit du hasard. Mais enfin, nous sommes historiens, nous sommes sociologues, donc on croit certes au hasard, mais on croit aussi aux nécessités de l'histoire, des structures sociales et autres. Et donc si on ne se contente pas de la seule hypothèse du kairos, du hasard, il faut bien essayer de comprendre les clivages et les systèmes de force qu'il y a derrière cet homme et cette femme qui vont s'affronter. 24% pour M. Emmanuel Macron, 21% pour Mme Marine Le Pen. Et vous savez comment ça se termine. Un second tour, et M. Macron l'emporte très largement, 66%, contre 33-34% pour Mme Marine Le Pen. Bien. Derrière ça, qu'est-ce que c'est? C'est le clivage entre la société ouverte et la société du recentrage national. M. Macron a, de manière très claire, pendant des mois, et il ne partait de rien. Vous savez, quand il rentre en campagne, je regardais ça récemment, j'ai ça là, lorsqu'il part en campagne en juillet, il n'est pas encore tout à fait candidat, mais en juillet 2016, il avait 6% d'intention de vote. Il va finir à 66%. Et, bon, une vraie dynamique. Donc vous avez d'un côté ce candidat qui va connaître une dynamique incroyable, et il fait campagne, c'était
ça nous frappait, nous tous observateurs. C'était la première fois sous la Ve République, quand vous rentriez dans les salles de meeting de M. Macron, où il prenait la parole, vous aviez autant de drapeaux français que de drapeaux européens. Jamais un candidat, jamais, n'avait fait campagne avec le drapeau européen. D'ailleurs, je regardais à Saint-Pétersbourg, quand il a rencontré le président Poutine, il y avait le drapeau français, le drapeau européen. Derrière le président Macron. Donc la symbolique continue. Et tout le monde disait, mais il va se tuer. C'est une très mauvaise idée de mettre en avant l'Europe. Apparemment, ça n'était pas une aussi mauvaise idée que ça, puisque symboliquement, il envoyait aux citoyennes et aux citoyens qui ont une conception de la France comme société ouverte, il envoyait un symbole fort, qui est le symbole de ces 27 pays réunis de manière volontaire dans un processus d'union. Et puis face à lui, Madame Le Pen. Alors Madame Le Pen, certes, c'est la fille de son père. C'est un parti clairement dans son histoire d'extrême droite, xénophobe, autoritaire, raciste même. Mais c'est un parti qui, dans la période récente, avait évolué. La fille tuait le père. Elle n'a pas complètement réussi à le tuer parce qu'on ne tue jamais Jean-Marie Le Pen. Il résiste. C'est une forte nature. Mais il y avait une volonté, en effet, de tuer le père, pas simplement, j'allais dire symboliquement, mais politiquement. Et donc, Marine Le Pen avait fait évoluer la ligne du Front National pour le transformer en parti nationaliste et populiste, susceptible de s'adresser pas simplement aux électeurs de droite, mais aussi aux électeurs de droite et de gauche anti-européens. Et au fond, les 33-34% d'électeurs français qui votent, ce sont ces électeurs-là. Alors bien sûr, comme il y a encore le souvenir, le Front National est un parti d'extrême droite, beaucoup d'électeurs de gauche anti-européens hésitent à voter pour Mme Marine Le Pen. Parce que, voilà, il y a de l'histoire, il y a du temps long, il y a de la mémoire. Et ça empêche Marine Le Pen, en effet, d'acquérir une vocation majoritaire. Mais vous voyez, au fond, que cette disruption, elle trouve sa cohérence, elle trouve son sens quand on renvoie à ce type de clivage. Alors, pour conclure, ça, c'est le moment de révolution que nous avons connu. Alors, la révolution continue. C'est comme jadis, on parlait de révolution permanente. C'est la révolution permanente. Bon. Parce qu'on aurait pu se dire, tiens, voilà, c'est un moment, et puis après tout se referme, les anciens partis reviennent, la gauche, la droite, et c'est reparti comme en 40. Bon. Le problème, c'est que les choses sont plus compliquées. Le président Macron, d'abord, a gagné les législatives après. C'est-à-dire qu'il a les moyens de gouverner. Il a une majorité absolue de députés. Donc, il n'a pas de souci à se faire. Il peut, pendant 5 ans, gouverner. Est-ce qu'il a la société avec lui? Ah là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'il a décidé de mettre en œuvre toute une série de réformes économiques, sociales, politiques, universitaires, dans tous les secteurs. La France n'a jamais autant réformé que dans les 12 mois derniers. Il s'attaque à tous les domaines. Et tout le monde disait, la France, la société va bloquer. La société ne bloque pas. Elle proteste, elle râle, nous sommes en France. Elle est de mauvaise humeur, mais elle ne bloque pas. Elle ne bloque pas sur les réformes sociales, et il y a eu une réforme majeure sur le Code du travail, à l'automne dernier. Et là, le président est en train de s'attaquer à une entreprise publique emblématique, la SNCF, qui a été créée après la guerre, avec un statut extrêmement proche, au fond, du statut de la fonction publique. Il est en train de s'attaquer au statut de la SNCF,
Il y a des manifestations syndicales, mais ça ne bloque pas. Le mouvement social est un mouvement même qui s'étiole semaine après semaine. Et, à mon avis, le président, dans quelques semaines, arrivera à faire passer sa réforme. Il y a une réforme dans l'université, très modeste, mais il y a une réforme dans l'université. Il y a eu des réformes en matière de moralisation de la vie politique, tout ça est passé. Il y a des réformes tout à fait importantes qui vont venir sur les retraites. Et ça, c'est un dossier. Il y a des réformes sur la formation professionnelle. Vous voyez, c'est vraiment tous azimuts. Et où en est le président? Il a beaucoup perdu, comme tous les présidents, dans les mois qui ont suivi son élection. Vous savez, c'est ce que les politologues américains appellent l'honeymoon effect, l'effet lune de miel. Là, la lune de miel a été courte. Mais c'est dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, à peine élu, le président se dit, bon, ouais, tout de même, bon, ça pourrait être mieux. Hein, dans tous les pays du monde. Donc, il y a eu un phénomène d'érosion. Tous les Français se sont dit, bah, ça va être comme pour François Hollande, comme pour Nicolas Sarkozy, comme pour Jacques Chirac. C'est-à-dire tous les présidents depuis le début de la crise. Hein, tous les présidents des années 80, 90, etc. vont connaître assez rapidement des phénomènes d'érosion. Pourquoi? Parce que le pouvoir politique, dans une situation de crise, il montre qu'il ne peut pas tout. Il ne peut pas changer profondément les fondamentaux. Donc il y a une déception. La déception est inévitable. Et tout le monde s'est dit, ça y est, c'est le début de l'effondrement. Macron, c'est terminé. La gauche et la droite vont revenir. Et puis, tout d'un coup, en septembre, la chute de popularité s'arrête. Plus il réforme, plus il continue à avoir un niveau de popularité qui est aux alentours de 45-50%. C'est-à-dire un Français sur deux. Ce qui est, étant donné le rythme de réforme, tout à fait exceptionnel. Donc, si vous voulez, on verra ce qu'il en est dans les mois qui viennent. Mais là aussi, il y a un phénomène nouveau par rapport à ce qui se passait de manière régulière depuis un quart de siècle. C'est-à-dire un président élu qui ensuite tombait dans la popularité absolue. Deuxième élément nouveau, il n'y a plus d'opposition. La France, c'était quoi? Un président de gauche, il y avait une opposition de droite. Un président de droite, il y avait une opposition de gauche. Avec un homme ou une femme qui incarnait cette opposition. Voilà. Contre Mitterrand, c'était Jacques Chirac. Voilà. Hein? Contre François Hollande, eh bien voilà, ça a été Sarkozy puis Fillon. Hein? Bon. Contre Sarkozy, c'était Dominique Strauss-Kahn, jusqu'à ce qu'il lui arrive des problèmes. Et puis donc après, ça a été François Hollande. Voilà. Cet univers est terminé. Pour deux raisons. Où est l'opposition en France? Il n'y a pas une opposition, il y en a quatre. Donc il y a quatre oppositions extrêmement faibles. Il y a le Front National, il y a ceux qui restent de la droite classique, il y a le Parti Socialiste, mais qui est en voie de disparition, et il y a une gauche protestataire, néo-communiste, incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Donc quatre. Personne, aucune de ces forces n'arrive à parler au nom de l'opposition. Et aucune de ces oppositions est capable de se mettre d'accord avec l'autre. La droite ne peut pas se mettre d'accord avec le Front National. Le Parti Socialiste n'arrive pas à se mettre d'accord véritablement avec Jean-Luc Mélenchon. Donc, et Jean-Luc Mélenchon n'arrive pas à se mettre d'accord avec Mme Le Pen. On pourrait, vous voyez, il n'y a pas d'opposition. Hein, il y a des oppositions incroyablement affaiblies qui sont à genoux. Et ça aussi, ça fait la force d'Emmanuel Macron. Pour la première fois, c'est un président sans opposition. Alors on aurait pu se dire, il y a une opposition sociale. Ce qu'appellent de ses voeux beaucoup de Français, en particulier la presse, comme toujours, après avoir adoré M. Macron, fait du Macron-bashing, en se disant, regardez ce qui se passe dans la rue, les manifestations montent, etc. Non, les manifestations ne montent pas. Les manifestations sont des échecs. Hein? À chaque fois, on annonce 100 000 Français dans la rue. Non, il n'y en a pas 100 000, il y en a 20 000. Hein? On dit on va faire une fête à Macron. Hein? La gauche de la gauche disait on va faire la fête à Macron. Il y a tous les sens du terme. Hein? On va faire la fête à Macron. Ils n'ont pas fait la fête à Macron. C'est eux qui se sont fait la fête à eux-mêmes. Hein? Donc,
on a une situation qui est une situation tout de même tout à fait originale, qui montre que le bouleversement dont nous parlions est un bouleversement qui, pour l'instant, continue. Vers quoi ça va? On le verra. On le verra, et on le verra en particulier des élections européennes qui auront lieu l'année prochaine. Merci Pascal. Alors, je voudrais du coup donner la parole à Anne. En partant, tu as commencé ton introduction sur la question de la protestation. Or, la question de la protestation, elle est aussi d'actualité par rapport aux jeunes que l'on voit protester, notamment sur la question universitaire, de la sélection d'université. On les voit également, quand je dis les, c'est un pluriel, sans doute, sur lequel il faut s'interroger, on les voit également à la télévision avec l'affaire des Black Blocs, lors des manifestations. Donc, d'abord, quelle est la place des jeunes peut-être dans ces phénomènes de protestation? Et surtout, pour revenir au panorama, au tableau que tu as dressé, Pascal, je voudrais interroger Anne sur le modèle de lecteur volatile. Est-ce qu'il s'applique aux jeunes, au pluriel? Et d'autre part, est-ce que le clivage société ouverte, ce nouveau clivage société ouverte et recentrage, face au recentrage sur la nation, est-ce que là aussi on le retrouve dans des catégories jeunes? Merci. Bonjour à vous tous. Je suis aussi moi très heureuse d'être parmi vous, d'avoir l'occasion donc de mener cette discussion ensemble. Alors, en s'intéressant aux jeunes, en mettant maintenant un petit peu la focale effectivement sur les jeunes générations, on va pouvoir prolonger les analyses de Pascal Perrineau, mais peut-être aussi en insistant davantage, comme Pascal Cauchy l'a dit, sur la dimension quand même protestataire qui travaille beaucoup le paysage politique français et le rapport des Français aujourd'hui à leurs institutions politiques et au personnel politique. Alors c'est vrai qu'il y a ce grand chambardement que Pascal a évoqué, cette disruption importante, ce chamboulement du clivage gauche-droite, c'est vrai, mais en même temps on assiste, et c'est particulièrement visible dans les jeunes générations, à une polarisation aux extrêmes, aux deux extrêmes de l'échiquier politique et partisan, qui, d'une certaine façon, réintroduit aussi de la gauche et de la droite. Et chez les jeunes, cette attirance, en tout cas cet attrait pour les deux extrêmes de l'échiquier partisan, à l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, à l'extrême droite, Marine Le Pen et le Front National, à l'extrême gauche, donc Jean-Luc Mélenchon et France Insoumise, c'est une attirance quand même significative, puisque ce sont plus d'un jeune sur deux qui ont donné leur voix, soit à Marine Le Pen, soit à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, 30%, Marine Le Pen, 21%. Ça veut dire que dans le pays, quand les jeunes vont voter, eh bien, un jeune sur deux exprime un vote protestataire, un vote de mécontentement, en tout cas un vote qui ne s'exprime pas sur un parti de gouvernement, un des deux grands partis de gouvernement dont Pascal a bien montré qu'ils étaient vraiment en phase de déliquescence, en tout cas pour le Parti socialiste, et de difficulté de se construire dans une opposition pour les Républicains, mais ils ne se sont pas non plus portés tant que ça sur Macron. Or, pourtant, Emmanuel Macron était le premier président, le premier présidentiable, et maintenant le premier président élu aussi jeune. 39 ans, c'était, on pourrait dire que pour la jeunesse, il pouvait représenter un attrait particulier, que par ailleurs, le renouveau politique profond qu'il proposait aurait pu justement aussi séduire particulièrement les jeunes qui... C'est vrai, on avait aussi assez avec du système politique, chercher aussi à sortir du clivage entre la gauche et la droite, et donc on aurait pu trouver dans ce candidat et dans son énergie, dans sa jeunesse, un débouché aussi à leurs espérances politiques, à leur volonté de rajeunir aussi et la classe et le système politique. Or, en fait, les jeunes n'ont pas pu voter pour Emmanuel Macron que les autres classes d'âge. Il n'y a vraiment pas d'effet d'âge sur le vote Macron, et ça c'est vraiment tout à fait intéressant. Et même aujourd'hui, dans les codes de popularité d'Emmanuel Macron, eh bien, ce sont plutôt les plus âgés qui ont tendance à soutenir Emmanuel Macron que les plus jeunes. Donc
ce qui nous intéresse ici, et ce à quoi nous devons réfléchir, c'est justement sur cette attitude d'une grande partie de la jeunesse en France qui choisit, qui fait le choix de la protestation et le choix de la radicalité. Nous venons de sortir avec des collègues en France un livre qui s'appelle « La tentation radicale dans la jeunesse », où nous mesurons bien qu'il y a là, en France, dans les jeunes générations, une insatisfaction très profonde qui peut s'exprimer au travers d'une radicalité dans les urnes, au travers du vote, mais aussi dans la rue, au travers effectivement de protestations, de mobilisations collectives, voire de passage à des actes violents, à des actes de violence politique qui concernent évidemment pas du tout la majorité des jeunes, mais qui concernent des minorités significatives. Par exemple, nous venons de faire une grande enquête auprès des lycéens de classe de seconde en France, qui sont des jeunes qui ont entre 14 et 16 ans, donc qui ne sont pas encore vraiment dans un rapport à la politique institutionnelle très constitué, très affirmé, loin de là, mais chez qui nous sentons déjà la séduction que peut représenter voilà, des postures, des attitudes très radicales en matière de politique. Et un jeune sur 5, de 14 à 16 ans en France aujourd'hui, peut se dire prêt à s'engager dans des actions violentes. Donc c'est quand même quelque chose qui peut interroger, qui peut préoccuper. En ce moment, la jeunesse en France, je dirais, elle est à la fois... elle peut être à la fois indifférente, c'est-à-dire qu'il y a effectivement de plus en plus de jeunes qui ne se reconnaissent plus dans le clivage gauche-droite, qui ne vont pas voter. Le taux d'abstention au premier tour de l'élection présidentielle dans les jeunes générations était assez élevé. C'est un jeune sur 3 entre 18 et 24 ans qui n'est pas allé voter. 32% d'abstention chez les tout jeunes. C'est quand même beaucoup, alors que pourtant, c'était justement, comme je le rappelais tout à l'heure, une élection qui aurait pu mobiliser par l'offre, le renouveau de l'offre politique qui était engagée. Donc, une indifférence qui se manifeste effectivement par un retrait, par un non-intérêt pour la politique. Et puis, de l'autre côté, une radicalité qui s'exprime dans les urnes au travers des votes protestataires et qui s'exprime dans la rue, qui s'exprime au travers de cette diffusion d'une culture protestataire politique dans la jeunesse qui a acquis une grande légitimité. Par exemple, aujourd'hui, en France, un jeune sur 2 considère qu'il est normal, dès lors que l'on veut s'opposer à une réforme du gouvernement, de bloquer un lycée, par exemple, ou de bloquer une université. C'est un jeune sur 2. Ça ne veut pas dire qu'un jeune sur 2 va être en situation de bloquer le lycée ou de bloquer l'université. Ça concerne toujours des minorités actives. Mais ça veut dire que dans la construction des identités politiques, dans la construction de la socialisation politique qui intervient à cet âge de la vie, que sont les années de jeunesse, eh bien, la légitimation d'une culture politique protestataire est de plus en plus acquise et de plus en plus importante. Donc voilà, ça c'était pour un peu compléter du côté des jeunes générations ce tableau qui a été présenté et qui mettait bien l'accent sur la déliquescence des forces politiques traditionnelles, du renouveau politique impulsé par Macron, mais qui en tout cas, du point de vue de cette polarisation aux extrêmes de l'échiquier partisan, gauche-droite, me semble être toujours marqué en tout cas dans les jeunes générations une insistance finalement de ce clivage entre la gauche et la droite, mais dès l'instant qu'il se polarise aux extrêmes. Et ça invite quand même à réfléchir quant aux conséquences que cela peut avoir. Alors, sur le rapport au vote, Pascal, tu m'as demandé si on retrouvait dans les jeunes générations cette même mobilité, volatilité que l'on peut observer chez les plus âgés. Oui, bien sûr. Aujourd'hui,
les jeunes électeurs, comme les moins jeunes, mais les jeunes électeurs, eux, c'est dans ce temps-là qu'ils vont faire leur premier pas en politique, leur premier choix en politique, et donc dans cette socialisation politique qui est encore en construction, évidemment que ces premiers pas, ces premiers choix, ces premiers comportements vont avoir des traces dans leur comportement ultérieur, et donc vont dire des choses de ce que seront finalement les citoyens de la France de demain. Et aujourd'hui, de toute évidence, ces jeunes électeurs ont un rapport intermittent au vote, le vote systématique, c'est-à-dire un vote par devoir, le vote de ceux qui vont voter effectivement pour exprimer leur devoir de citoyen, quel que soit le type d'élection, quel que soit l'enjeu de l'élection. Eh bien, ça n'existe plus. Seuls les 65 ans et plus vont encore voter par devoir à toutes les élections. Aujourd'hui, le modèle de l'électeur, c'est un électeur intermittent qui va voter une fois ou ne pas voter l'autre fois, et même entre deux tours, voter un premier tour et ne pas voter au deuxième tour en fonction des enjeux de l'élection. Donc un électeur beaucoup plus mobile, du coup, qui va s'abstenir, qui va à la fois revendiquer le vote comme un droit, mais du coup l'abstention aussi comme un droit. Hein. Donc on voit bien que c'est tout un nouveau modèle qui est en train de se construire de l'électeur dans nos démocraties tardives telles que celles que nous connaissons en France. Et donc probablement que dans la France de demain, les électeurs seront effectivement des électeurs intermittents, des électeurs de plus en plus sensibles aux enjeux de l'élection, ce qui demande aussi à la classe politique eh bien d'intéresser davantage les électeurs pour les amener à une élection. Les choix, alors, se font encore de façon extrêmement tardive, peut-être encore plus tardive que pour leurs aînés. C'est vrai que l'indécision électorale est aussi un élément très important de ce scrutin qui a beaucoup perturbé l'électorat et qui a, s'il fallait l'appeler, bon, c'est vrai que c'est une élection disruptive, mais c'est aussi une élection de toutes les incertitudes, je dirais. C'est vraiment une élection qui a été terriblement marquée par l'incertitude. Et là, nous disposons au CEVIPOF, on va travailler, parce qu'on va produire une recherche importante sur ce sujet, puisque nous avons pu suivre un panel électoral de grande ampleur, près de 15 000 électeurs, sur 15 vagues d'enquête, quasiment couvrant 2 années, et notamment surtout la campagne électorale et l'élection présidentielle suivie des élections législatives. Et il est très probable, en tout cas, que les trajectoires de mobilité et d'hésitation des électeurs concernent un nombre très important d'électeurs dans l'électorat. Déjà en 2012, on avait vu, pour l'élection présidentielle de 2012, on avait eu aussi un panel électoral qui avait montré que 60% des électeurs avaient changé de choix dans le cours de la campagne. Là, je crois que ce sera sûrement encore plus. Donc, je dirais que les jeunes sont aussi rentrent dans leur vie d'électeurs adultes, avec cette incertitude, avec ce rapport au vote très différent, qui est de plus en plus vécu comme un droit et de moins en moins comme un devoir. Donc de ce point de vue-là, on note vraiment un affaiblissement de la norme civique, du devoir de voter dans le renouvellement générationnel. Et puis avec cette disposition, je dirais, plus critique, plus protestataire, qui est très implantée dans les jeunes générations, dans l'ensemble de la population. Le baromètre de confiance politique que nous menons au CEVIPOF chaque année, maintenant depuis 9 ans, montre bien que une majorité de Français ne font confiance ni à la gauche ni à la droite pour gouverner. Donc on voit bien là qu'il y a de toutes les façons une crise de confiance très importante des Français aujourd'hui envers le système politique, les institutions politiques, le personnel politique. Est-ce qu'Emmanuel Macron, ça c'est une vraie question, il est encore trop tôt pour le savoir, même si les indicateurs, comme tu l'as dit, vont plutôt dans le bon sens pour l'instant, mais est-ce qu'Emmanuel Macron va pouvoir restaurer
ce déficit de confiance très important qui existe entre les Français et la classe politique, et entre les Français et leurs élites d'une façon plus générale, et qui alimente justement ces populismes, ces votes protestataires et ces forces extrémistes qui sont présentes dans le paysage politique français. Ça, ce sont évidemment des questions qui nous interpellent et que auxquelles on ne peut pas répondre pour l'instant, mais dont on va voir les effets dans les mois à venir. Un très grand merci. Je crois que maintenant il est temps de vous laisser la parole. Je propose que chacun puisse intervenir. Bonjour, M. Perrineau, à Bruxelles. C'est un grand plaisir de vous entendre à Moscou. C'est un grand plaisir de vous lire parce que vos analyses sont toujours pertinentes, très pointues, très équilibrées, ce qui est très important. Alors, j'ai deux questions à vous poser. Vous parliez tout à l'heure de la révolution qui continue, de la révolution politique. Est-ce que dans le cadre de cette révolution qui se produit en France, on peut parler aussi de la révolution des élites? Parce que, bon, l'Assemblée nationale a changé, 3/4 de l'Assemblée nationale sont les gens nouveaux, mais la classe politique, c'est beaucoup plus large, ou peut-être même plus étroit que l'Assemblée nationale. C'est ma première question. Et ma deuxième question, elle concerne les processus qu'avait évoqué Anne Huxel, cette légitimation, dans quelque sorte, de la violence qui se produit dans la société française. On a vu les manifestations du 1er mai, c'était horrible quand on a vu ces Black Blocs, oui. Black Blocs qui ont bloqué la gare à côté de la gare d'Austerlitz. Moi, je fais des interviews avec les hommes politiques français. Et souvent, dans les discussions personnelles, ils me disent qu'ils s'attendent à une guerre civile en France. Alors, à votre avis, dans quelle mesure ce scénario catastrophe est-il possible? Merci. Merci pour ces deux questions. Je laisserai Anne Huxel répondre sur l'aspect de la violence, particulièrement dans une catégorie infime de la jeunesse. Ne prenez pas ces Black Blocs ou ces zadistes comme étant l'expression d'une majorité de la jeunesse française. Ce sont d'infimes minorités. Mais ce sont d'infimes minorités actives, comme disait Serge Moscovici jadis. Et les médias leur donnent un poids politique qu'ils n'ont absolument pas dans la société française. Même si la société française doit travailler sur cette espèce de rapport particulier à la violence dans la rue. Il y a une espèce de fascination, d'ailleurs, d'une partie des intellectuels également, pour cette figure de la violence dans la rue, qui plonge, j'allais dire, ses racines dans le temps très long de la société politique française. Mais ça, Anne Huxel y reviendra tout à l'heure. Sur les élites. Sur les élites, de manière claire, nous n'avions jamais connu sous la Ve République depuis 1958 un tel renouvellement des élites parlementaires et gouvernementales. Quand vous prenez en effet les députés, hommes et femmes élus, c'est une proportion supérieure à 70% qui n'avait jamais appartenu à l'Assemblée nationale auparavant. Donc un renouvellement qui est encore plus important que celui que l'on avait connu au début de la Ve République en 1958 avec le général de Gaulle. Un renouvellement profond, avec des hommes et des femmes dont beaucoup n'avaient même pas fait de la politique auparavant. C'est-à-dire une société politique qui tente de se régénérer dans ce que nous appelons la société civile. C'est-à-dire des gens qui avaient connu une réussite dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine culturel, dans le domaine universitaire. Je pense à un des députés dont on parle beaucoup, M. Cédric Villani, notre grand mathématicien, dont j'ai vu le portrait sur le mur de l'ambassade de France à Moscou.
à l'extérieur, on voit Cédric Villani. Bien, Cédric Villani, moi je le connaissais, mais dans des instances universitaires. Vous voyez, c'était une vedette des mathématiques françaises. Bien. Mais maintenant, c'est une vedette, en effet, du groupe parlementaire de La République En Marche. Donc là, de manière claire, il y a un renouvellement profond. Renouvellement gouvernemental. C'est vrai qu'il y a quelques hommes politiques encore, j'allais dire, du vieux monde, comme disent les macroniens aujourd'hui, dans l'actuel gouvernement. Je pense à l'actuel ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, qui était ministre de la Défense nationale dans les gouvernements de François Hollande. Je pense à Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie et des finances, qui, bien sûr, est un homme qui jouait un rôle extrêmement important au sein des Républicains et du parti de droite. Donc ça, j'allais dire, ce sont des rôles classiques. Mais l'immense majorité du gouvernement, ce sont aussi des hommes et des femmes qui viennent de la société civile, qui avaient une compétence. Eh bien, vous voyez, une femme qui joue un rôle extrêmement important aujourd'hui, ministre du Travail, Madame Pénicaud, c'est une ancienne directrice des ressources humaines d'entreprise. Hein, voilà. Celle qui est à la tête du ministre de la Santé, c'est une femme médecin, hein, et qui n'avait jamais joué un rôle en matière politique. Celle qui s'occupe de nos affaires universitaires, c'est une ancienne présidente d'université. Oui, bon, voilà. Donc là, il y a eu un renouvellement qui est un renouvellement... On n'avait pas l'habitude hein, d'un tel renouvellement. Alors, est-ce que ça veut dire... Est-ce qu'il faut prendre cela comme étant le signe d'un renouvellement extrêmement profond des élites? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types d'élites qui résistent profondément. Il y a, je vais en dire un mot, les élites de la haute administration publique. Nous sommes en France. Les élites de l'État sont, en dépit du mouvement de décentralisation, toujours au poste. Et autre type d'élite, les élites locales. Les élites de la haute administration, elles sont au pouvoir. En cela, le macronisme n'a rien de nouveau. Vous voyez, j'ai insisté sur les instruments de nouveauté de révolution. Là, le macronisme, c'est du classique de ces classiques. Hein, à commencer par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est un inspecteur des finances, l'aristocratie de la haute fonction publique française, hein, passé dans la banque, donc qui a pantouflé, comme on dit. Et qui ensuite a fait de la politique. C'est vraiment une carrière d'un classicisme en France absolument incroyable. Son âge, en effet, ça a 39 ans, c'est étonnant, mais son profil, rien d'étonnant. Son Premier ministre, même chose. C'est un haut fonctionnaire qui a eu, lui, un enracinement local, ancien maire du Havre, etc., mais tout ça est d'un classicisme incroyable. Et quelque part, cette haute administration, qui a toujours été sous la droite et sous la gauche en France extrêmement présente, elle continue à être présente. Pourquoi? Parce que plus vous renouvelez la classe politique, les députés, plus quelque part vous avez besoin d'une permanence, de gens qui font tourner la boutique, si vous me permettez cette expression. Et qui fait tourner la boutique en France? Eh bien, c'est la haute administration. Voilà. Les préfets, les inspecteurs des finances, les conseillers d'État, les conseillers à la Cour des comptes, ils sont là, ils étaient là hier, ils sont là aujourd'hui, ils seront là demain. Voilà. Hein? Donc en cela, ces élites, rien n'a changé. Rien n'a changé, et même, il y a un certain retour en force de ces élites de la haute administration, de ces élites technocratiques. Les élites locales. Alors les élites locales, elles sont beaucoup plus diversifiées. Elles sont articulées, vous savez, sur ce système français de millefeuille territorial qui a un niveau de responsabilité locale extrêmement important, les 36 000 communes, la centaine de départements, la quinzaine de régions. Voilà, il y a là toute une série de strates avec des élites locales qui, elles, restent largement liées pour l'instant à l'ancien système de parti et au clivage gauche-droite. Les grands-maires des villes de France, aujourd'hui, sont des grands-mères plutôt de droite que de gauche, parce que la gauche a pris un nombre de claques extrêmement sévères aux élections locales. Donc voilà, ce sont des hommes. Il y a des grands-mères
de la République, des Républicains, il y a des grands-mères socialistes encore, voilà. Communistes, il n'y en a pour ainsi dire plus. Mais vous voyez, ces élites locales sont encore là. Et ces élites locales ont un rapport ambigu à Emmanuel Macron. Elles considèrent que le nouveau pouvoir est un pouvoir qui est arrivé par le haut, à l'occasion de l'élection présidentielle et des élections législatives. Mais c'est un pouvoir qui n'a jamais fait et jamais subi l'épreuve du monde d'en bas, c'est-à-dire des élections dans les communes, les départements et les régions. Et donc, pour l'instant, et c'est un point de faiblesse du macronisme, le macronisme n'existe pas dans les territoires. Alors quand je dis ça, je sais que je les exaspère. J'ai dit ça à un conseiller, à un ministre du président qui m'est rentré dans le lard avec une violence absolument incroyable en disant « mais ce politologue ne comprend rien ». Je comprends peut-être pas grand-chose, mais je crois comprendre cela. Et c'est eux qui n'entendent pas. Ils n'entendent pas. Il y a eu, si vous voulez, le 28 septembre dernier, les élections sénatoriales. Vous savez que notre deuxième chambre, la chambre haute, est élue non pas par le peuple, elle est élue par les élus locaux. Et le 28 septembre, les élus locaux français ont voté. Et ils ont voté massivement pour la droite. Et ce qui reste de la gauche. Et la République en marche a été étrillée. Étrillée. Au Sénat, ils existent à peine. C'est quoi? C'est la France des régions, la France locale qui a dit non. Bon. Et donc là, ça reste, si vous voulez, et ça va être un problème important dans les années qui viennent, parce que maintenant, toutes les élections locales vont arriver, avant la prochaine élection présidentielle. Et là, Emmanuel Macron est un peu en difficulté. Parce que, ou bien, il tente de faire la révolution au plan local comme il l'a fait au plan national, mais faire la révolution au plan national, hein, c'est comme la prise du palais d'été, c'est facile. Ça, voilà, il y a un lieu central, hein, voilà. Mais vous prendre X palais d'été, là, c'est bien plus compliqué. Vous voyez, prendre 36 000 communes, enfin j'exagère, mais c'est plus compliqué. Vous voyez, il faut trouver 36 000 Macron. Hein, prendre 100 départements, il faut trouver 100 Macron. Hein, on en trouve un, on n'en trouve pas deux, ni trois. Voilà. Hein. Et donc, il a une grande difficulté. Alors, la solution auquel certains de ses conseillers réfléchissent, c'est de passer des alliances. C'est-à-dire que le macronisme évolue en passant au plan local des alliances, que le monde nouveau passe des alliances avec le monde ancien. Voilà. Mais là, pour passer une alliance, il faut être deux. Il faut le vouloir soi, puis il faut trouver des gens aussi qui le veulent. Donc, ce n'est pas si simple que cela, et c'est un des éléments de difficulté pour Emmanuel Macron dans les années qui viennent. Alors pour la guerre civile, je laisse ce sujet à Bon. Guerre civile, c'est vrai que c'est un mot que l'on entend prononcé par certains politiques et non sans idée quand même derrière. Hein. Bon, moi personnellement, je ne pense pas qu'il y aurait une guerre civile. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas être conscient qu'il y a des tensions très fortes qui traversent la société française, qui est une société qui finalement rencontre un certain nombre de problèmes quant aux questions d'intégration. Intégration de différentes catégories de la population, intégration de la population d'origine immigrée, intégration de certains segments de la jeunesse qui, par exemple, n'est pas la jeunesse étudiante ou scolarisée. N'oublions jamais, et on n'en parle pas beaucoup, mais n'oublions jamais que entre 3 et 4 jeunes sur 10 en France ne passent pas le baccalauréat, et que c'est toute une partie de la jeunesse qui est confrontée à des très grandes difficultés d'insertion sociale, économique, professionnelle sur le marché du travail, une jeunesse qui est directement confrontée à un chômage qui est très important dans notre pays, hein, puisqu'on a un quart des jeunes qui sont au chômage, et dans la jeunesse, dans les segments de la jeunesse peu diplômée, eh bien, ce sont des proportions encore plus importantes. Donc,
la société française connaît un certain nombre de dysfonctionnements, hein, en tout cas quant à ses capacités d'intégrer socialement, économiquement, professionnellement une partie significative de la jeunesse de façon satisfaisante. Et donc tout cela crée bien évidemment des tensions qui peuvent se répercuter hein, dans le rapport aux politiques, on l'a vu tout à l'heure, et qui peuvent expliquer certains votes, notamment certains votes protestataires, certains votes se portant sur des candidats de force extrémistes, mais un malaise, une insatisfaction qui peut aussi déboucher hein, sur des actes, hein, des actes de violence, des manifestations. On a connu à plusieurs reprises des émeutes urbaines en banlieue, entraînées par une jeunesse voilà, dont on s'est beaucoup interrogé sur la signification politique de ces émeutes et de ces comportements violents, de ces voitures qui brûlaient, de ces oppositions aux forces de l'ordre. Certains sociologues ont parlé d'expression proto-politique, hein, pas directement politique, mais malgré tout, tout cela montre bien qu'il y a au sein de la jeunesse française un malaise qui est en partie alimenté par les difficultés de cette société à intégrer certains segments de la jeunesse dans de bonnes conditions. Alors, cela débouche sur des formes d'expression très différentes. Il est clair que les émeutes urbaines des jeunes de banlieue ne sont pas du même ordre que les émeutes, enfin on ne va pas dire que ce sont des émeutes, mais enfin que les violences par exemple commises par les Black Blocs le 1er mai. Ce ne sont pas forcément les mêmes jeunes, les mêmes catégories de la population, les mêmes ressorts, puisque parmi les jeunes qui ont été arrêtés lors de ces manifestations violentes du 1er mai, imputés donc au Black Bloc, qui ne sont pas que français, comme vous le savez, hein, c'est un mouvement que l'on retrouve en Europe, il y en a beaucoup en Allemagne, Europe du Nord, etc., étaient quelquefois, on s'est rendu compte que c'était des jeunes extrêmement éduqués, appartenant à des milieux sociaux plutôt favorisés, qui voulaient en découdre avec le système. C'était un rejet du système capitaliste, du système libéral, de la mondialisation, et au travers donc d'une revendication d'une gestuelle violente hein, pour se faire entendre. Et évidemment, utilisant beaucoup la médiatisation, puisque toutes ces minorités actives, tu as évoqué le fait que ce sont des minorités actives, aujourd'hui, leur outil politique principal, c'est les médias, hein, puisque évidemment, voilà, on retrouve aussi la même chose dans le djihadisme, dans le terrorisme, voilà, la nécessité de relayer par les médias ces actions extrêmes et violentes est aujourd'hui évidemment une arme politique importante pour tous ces mouvements qui expriment bien évidemment des choses différentes, mais des oppositions frontales au système politique dominant, au capitalisme et donc et à l'Occident, hein, pour aller vite. Voilà. Donc il n'y aura pas de guerre civile, mais il y a des tensions effectivement importantes qui traversent la société française et qui probablement au travers de cette, comme je le disais tout à l'heure, de cette relative légitimation aujourd'hui de la protestation, hein, de cette culture politique de la protestation, peut trouver des prolongements jusqu'à l'expression plus violente qui peut concerner effectivement des segments significatifs de la population. Tout à l'heure, je rappelais que voilà, un jeune lycéen sur 5 aujourd'hui peut se dire favorable hein, à voir, se dit comme pouvant être tenté éventuellement par un passage à l'acte
violent, c'est vrai que c'est quand même quelque chose, un résultat qui interroge dans la société française aujourd'hui. Voilà. Donc pas de guerre civile, mais une vigilance quand même quant à ce malaise, hein, un malaise démocratique, mais malaise social qui existe dans la société française. On est quand même un des pays en Europe et dans le monde aussi où le pessimisme social est très très important. Par exemple, c'est une majorité de Français aujourd'hui qui considèrent que les jeunes, hein, donc leurs enfants, hein, les enfants des Français interrogés, réussiront moins bien et auront moins de chances que leurs propres parents pour leur vie future. Donc on voit bien qu'il y a là une situation de blocage en France, une panne d'avenir, hein, qui est très importante. Et on voit bien que Emmanuel Macron essaie de secouer tout ça, mais va-t-il arriver à s'adresser à l'ensemble de la société? Il va peut-être arriver à secouer tout ça du côté des start-upers, de ceux qui... voilà, de la jeunesse éduquée, de la jeunesse qui va sortir des grandes écoles, de la jeunesse étudiante, de futurs entrepreneurs, etc., etc. Mais est-ce qu'il va arriver à s'adresser et à redonner confiance et surtout à donner des moyens à toute une partie de cette jeunesse qui est quand même abandonnée, hein, par la République française aujourd'hui? Il ne faut pas penser que c'est une petite question. Je pense que c'est effectivement un grave problème et un défi très important pour Emmanuel Macron. Les présidents de la République, les politiques, toutes ces dernières années, même s'il y a eu quelques discours et quelques velléités, notamment avec François Hollande, ne s'adressent que peu à la jeunesse, ne font que peu de choses pour la jeunesse dans notre pays. Il y a sûrement nécessité d'y remédier. Merci. Autre question? Pardon. Ma question porte sur le sujet que vous avez touché dans votre discours, c'est un règle de jeu avec la droite et la gauche dans le second tour de la système majoritaire. Vous avez dit que c'était le règle, hein, la droite, la gauche. Mais c'était surtout deux candidats naturels, de la droite et de la gauche. Pourquoi maintenant les forces politiques ne produisent plus des candidats naturels? Après Chirac, par exemple, dans la droite, après Mitterrand, dans la gauche. Pourquoi c'est primaire qu'il faut faire pour avoir quelque chose? Alors en effet, il n'y a plus de candidats naturels dans les grandes forces. Pourquoi? Des grandes. Oui, parce que regardez ce qui se passe tout de même. Trois candidats ne sont pas passés par les primaires. Madame Le Pen, elle était la candidate naturelle de sa famille. Dans tous les sens du terme. La famille politique et la famille personnelle. Emmanuel Macron, on lui propose à un moment de passer par les primaires de la gauche. Il dit non, mais vous n'y pensez pas. Hein, vous n'y pensez pas. Moi, je veux retourner à l'esprit originel de la Ve République. Et en cela, il a raison. C'est-à-dire, un homme, une femme se présentent et tentent d'engager un dialogue direct avec le peuple. Ce n'est pas un parti qui va l'investir de son autorité. Le général de Gaulle, il n'aurait jamais été question que le général de Gaulle demande l'avis de son propre parti pour être candidat. Alors là, c'était inimaginable. Et Emmanuel Macron, en cela, renoue, et il le dit d'ailleurs à plusieurs reprises, il dit « ça n'est pas l'esprit de la Ve République, les primaires. Introduire l'acteur partisan dans le choix des candidats, ça n'est pas l'esprit de la Ve République. » Et en cela, il a raison. Même si peu à peu, dans l'histoire de la Ve, les partis avaient pris le pouvoir. Et troisième élément, Jean-Luc Mélenchon ne passe par aucune primaire. Jean-Luc Mélenchon a une conception assez charismatique, hein, dans l'espace de l'extrême gauche, mais très charismatique de sa fonction. Hein, c'est la voix du peuple. Hein, voilà. Bon. Donc, en revanche, dans les grands partis, en effet, peu à peu, les grandes familles politiques françaises de droite et de gauche n'ont plus eu de leader naturel.
Le dernier leader naturel à gauche, c'est François Mitterrand. Le dernier leader naturel à droite, et déjà c'était difficile, c'est Jacques Chirac, parce que Jacques Chirac avait tout de même connu la contestation d'Édouard Balladur, hein, dans sa propre famille. Hein. Bon, mais enfin, Jacques Chirac est un des derniers témoins d'une relative symbiose entre sa famille politique et l'incarnation dans la candidature. Ça se dérègle pourquoi? Parce que je crois qu'il y a plusieurs éléments pour expliquer ça. Il y a d'abord le fait que les grandes familles politiques n'ont plus de centre de gravité idéologique. Le Parti socialiste devient une famille divisée. François Mitterrand était l'homme de la synthèse des différents tempéraments socialistes. Après lui, il n'y a plus un homme capable de faire la synthèse. Chaque famille a son candidat. Alors, il y a la famille de gauche, du Parti socialiste, qui aura son candidat. Il y a les centristes de socialistes qui ont leur candidat. Il y a les centristes plutôt favorables au libéralisme qui vont avoir leur candidat. Et tout le monde s'affronte. Même chose au sein de la droite. Ils ne sont plus d'accord sur rien. Et donc, ils vont peu à peu s'affronter. Même si la tradition de droite est une tradition dans laquelle il y a à la fois des sensibilités qui s'affrontent, mais aussi des hommes qui s'affrontent pour le pouvoir. Et ça, il y a toujours eu à droite des affrontements qui sont des affrontements d'hommes très proches idéologiquement, mais qui s'affrontent uniquement pour le pouvoir, sur la question du pouvoir. Deuxièmement, si vous voulez, ce monde politique, il est comme la société française. Cette société française connaît un mouvement d'individuation extrêmement fort. La classe politique le connaît aussi. La discipline partisane est en voie de disparition. Chacun veut tenter sa chance. Chaque individu veut tenter sa chance. On ne reconnaît plus et on ne se plie plus à la discipline du parti. Et ça, il y a un phénomène aussi générationnel. Regardez, dans toutes les grandes organisations, voilà, il n'y a plus de sens de la discipline verticale. Chacun, en effet, dans sa sensibilité, dans son couloir, veut pouvoir tenter sa chance. Et il n'y a plus de principe vertical pour mettre fin à ce désordre des ambitions horizontales. Voilà. Donc, cela a créé, en effet, ce phénomène de recours à des primaires. Les partis n'arrivant plus... Et troisième élément de la crise, troisième que j'oublie, les partis ne représentent plus rien. Pas le premier. Alors, ils ne représentent plus rien. Si vous voulez, dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, le Parti socialiste, ça représente quelque chose. Le Parti communiste, ça représente encore vaguement quelque chose. Le Parti gaulliste ou néo-gaulliste, ça représente quelque chose. Aujourd'hui, mais que représente le Parti socialiste? Ce sont uniquement des élus locaux du Parti socialiste, à peu près. Il n'y a plus de militants socialistes. Le Parti communiste, qu'est-ce que ça représente? Mais rien. Le Parti communiste, il est en voie de... c'est plus rien. Voilà. Le parti gaulliste ou son héritier, ça devient comme le Parti socialiste. Ce sont des professionnels de la politique qui se répartissent le pouvoir entre eux. Le Front National, c'est quelques dizaines de milliers d'adhérents. C'est-à-dire que les partis ne représentent plus leur électorat. Et donc, ils n'ont plus de capacité en interne à faire un choix. Donc, la solution, c'est on se tourne vers les États-Unis. Comment font les Américains? Ah ben les Américains, ils demandent l'avis aux électeurs. Voilà. Donc, on va faire comme eux. Ça commence à gauche. La gauche va faire... envoie des missions, d'ailleurs, pour regarder comment Obama a été choisi chez les démocrates. Ils reviennent en 2011 et ils vont établir un système de primaire à l'américaine. Et puis, là, il y a un an et demi, tout le monde s'y met. La droite aussi s'y met, les Verts s'y mettent, les écologistes s'y mettent. Et ça va être, en effet, quelque chose de tout à fait particulier parce que les primaires vont sélectionner à chaque fois des candidats capables
de réunir le noyau dur de leur camp, mais incapables de l'élargir. Vous voyez, la droite va choisir M. Fillon. M. Fillon, c'est la droite, certes, libérale, mais très conservatrice, sur le plan intellectuel, sur le plan des mœurs, etc. C'est même la droite catholique un peu stricte. Pas du tout intégriste, ça n'a rien à voir avec les intégristes. Mais c'est un homme de la France catholique de province, M. Fillon. C'est pas le côté droite parisienne branchée, etc. Pas du tout. Hein. Vraiment pas le genre. Donc, les électeurs de droite, les 4 millions d'électeurs de droite qui vont participer aux primaires, et c'est un nombre important, ils vont choisir cet homme-là. Alors, c'est un homme formidable pour exprimer ce qu'est le noyau dur de la droite, mais moins formidable pour gagner les élections. Parce qu'ensuite, voilà, il faut parler à la droite branchée, à la droite qui n'est pas catholique. Et aujourd'hui, le catholicisme, il ne cesse de décliner en France. Hein, donc c'est plus grand-chose. Qu'est-ce que c'est que le catholicisme à Paris, à Lyon, à Marseille? Grand-chose. Hein. Vous voyez, c'est en voie de marginalisation. Hein. Et à gauche, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écarter tous les hommes connus, ils vont prendre un homme inconnu, M. Benoît Hamon, mais qui est bien à gauche. Mais, hein, vraiment la vraie gauche, quoi. Hein, toutes les propositions les plus démagogiques, il en est porteur. Hein, voilà, le revenu universel, allez, on rase gratis, tout le monde a ce qu'il faut pour... Même s'il ne travaille pas, on distribue l'argent public, le problème de la dette publique circulée, il n'y a rien à voir, c'est pas un problème. Voilà. Hein, donc, Benoît Hamon. On voit ce que ça donne. Benoît Hamon, chez les socialistes, le soir de l'élection, il était là, c'est formidable. On a enfin choisi un vrai homme de gauche. En revanche, quelques semaines plus tard, pour gagner les élections, le vrai homme de gauche, il fait 6%. Voilà. Hein. Donc, si vous voulez, en effet, il n'y a plus de candidat naturel, et quand il se donne un candidat naturel, c'est un candidat naturel qui ne peut pas gagner. Donc, une profonde crise. Parce que comment fera-t-on à la prochaine élection présidentielle? Personnellement, je ne suis pas du tout sûr que le système des primaires fonctionne et continue à fonctionner. Parce que le système des primaires, il n'a produit que des perdants. Donc là, ça va faire réfléchir. Et quand il avait choisi un gagnant, c'était François Hollande, mais qui est devenu très vite un perdant professionnel. Donc, vous voyez, ça devient très très compliqué. Mais alors, comment choisit-on? Comment choisit-on? Eh bien, il faut en revenir à De Gaulle ou à Macron. C'est-à-dire, j'ai quelque chose à vous dire, je vais vous le dire. Si ça vous intéresse, eh bien, vous m'élisez. Si ça ne vous intéresse pas, ben, je serai battu. C'est-à-dire, on revient quelque part à l'esprit original des années 60. Vous avez une question? Alors moi aussi, j'aimerais saluer pour se remédier et j'aimerais les remercier de leur brillante conférence qui est très intéressante, non seulement pour nous, les enseignants de notre faculté, mais surtout, je pense, pour nos étudiants, parce que j'espère qu'ils ont beaucoup de questions à poser, peut-être le manque de temps, mais quand même, j'attends ces questions. Et moi, j'avais 3 questions, mais malheureusement pour moi, M. Penneau, vous venez de répondre aux questions. Quand même, si tout est mort, les partis politiques sont morts, le clivage traditionnel est mort, alors on observe la révolution politique, quand même, quelles sont les perspectives des futures présidentielles, les législatives, etc. Quand même, quelles sont les perspectives? Et j'ai encore 2 questions à poser parce que j'ai la thésarde qui va présenter sa thèse sur l'évolution politique du Front National. Alors, elle est absente, pauvre, parce qu'elle travaille à ce moment-là. Alors, voilà, moi, je vous pose ces 2 questions. Est-ce que vous voyez l'avenir politique du Front National? Est-ce que vous voyez l'avenir politique de Marine Le Pen? Et j'ai une question à vous, madame le professeur. Quel est le pourcentage des jeunes du 18-20 ans qui ont voté pour le Front National?
sont leurs raisons? Pourquoi ils se sont prononcés pour ce mouvement politique un peu bizarre et extraordinaire? Merci. Alors, Je vais peut-être... vas-y. Alors, le nombre, la proportion des 18-24 ans qui ont voté au premier tour de l'élection présidentielle pour Marine Le Pen, c'est 21% des jeunes. 21% des jeunes. Donc c'est voilà, un jeune sur 5. Et dans certaines catégories de la jeunesse, par exemple les jeunes qui sont au chômage, hein, là c'est 60% des jeunes qui ont voté pour Marine Le Pen. Donc ça c'est déjà une première partie de ma réponse, c'est-à-dire que Marine Le Pen, évidemment, elle arrive à capter les voix de jeunes qui sont touchés de plein fouet par des problèmes d'insertion sociale, économique, professionnelle dont je parlais tout à l'heure, donc qui sont au chômage et qui connaissent effectivement des difficultés importantes et auxquelles elle sait s'adresser. Hein. C'est-à-dire qu'à la fois, ils expriment au travers de leur vote une protestation, un rejet de l'ensemble de la classe politique, des partis traditionnels de gauche et de droite qui n'ont finalement jamais rien fait qu'ils considèrent, qui n'ont rien fait pour eux, etc. Mais aussi, au travers de ce vote, ils expriment quelque chose de plus profond, qui est un sentiment de reconnaissance, d'être reconnu par donc en l'occurrence une femme politique qui sait particulièrement s'adresser à eux. Là, elle était quand même, elle est très forte, Marine Le Pen, sur cette question. Elle sait s'adresser aux jeunes qui sont laissés pour compte, abandonnés, qui connaissent des difficultés. Mais elle sait aussi s'adresser à eux dans la mesure où elle les reconnaît. Hein. C'est cette question de la reconnaissance sociale qui peut effectivement les toucher, les concerner. Par ailleurs, Marine Le Pen, elle a su aussi très bien rajeunir son parti politique. Elle a su, non seulement elle sait bien s'adresser aux jeunes, mais elle a su aussi, aux différentes élections intermédiaires et scrutins intermédiaires en France, aux élections locales, les élections régionales, les élections départementales, les élections municipales, elle a présenté beaucoup de jeunes et de très jeunes candidats qui ont intégré les conseils municipaux, régionaux, généraux. Et donc, ça a été un signal en direction de la jeunesse tout à fait important et qui permet aussi de comprendre son succès, hein, son relatif succès auprès des jeunes. Alors, c'est pas nouveau, hein, parce que c'est vraiment, on a tendance à l'oublier. À chaque fois que je dis ça, par exemple, à des journalistes en France, ils tombent toujours des nues, mais plus on est jeune, plus on vote pour le Front National, plus on est vieux, moins on vote pour le Front National. Mais ça va complètement à rebours des idées reçues, où on a toujours l'impression qu'effectivement les vieux vont voter pour le Front National et les jeunes vont tous se mobiliser dans la rue contre le Front National. Non, on oublie qu'il y a plusieurs jeunesses, bien sûr. La jeunesse étudiante, une partie de la jeunesse étudiante, même si cette jeunesse étudiante est aussi gagnée par le vote Front National. Elle a progressé aussi au sein de la jeunesse étudiante. Mais globalement, effectivement, on a une jeunesse étudiante qui est plutôt contre le Front National et une jeunesse qui est déjà au travail ou qui n'a pas de travail, qui peut voter davantage pour le Front National. Donc on voit bien des clivages qui se mettent en place. Et puis je dirais enfin, pour comprendre le vote pour Marine Le Pen, qu'il y a aussi toute la question identitaire, et ce malaise identitaire qui peut traverser la société française, cette tension identitaire autour de l'immigration notamment, peut rencontrer les préoccupations de certains jeunes, même si globalement les jeunes restent moins concernés, ça je réponds à une question qui a été posée tout à l'heure, par ce clivage entre le recentrement national et la société ouverte. C'est vrai que globalement, les jeunes sont plus favorables, toujours que leurs aînés, à l'immigration,
ils sont moins crispés hein, sur ces questions identitaires que peuvent l'être certains que peuvent l'être d'autres personnes en France plus âgées. Hein. Il y a toujours quand même dans le renouvellement générationnel, on voit que ce clivage société ouverte, société fermée, il est présent bien sûr, mais il est même dans le vote Front National moins présent chez les jeunes que parmi des électeurs pour le Front National plus âgés. Et puis enfin, Marine Le Pen, elle a aussi réussi, et je terminerai par là, quelque chose de très fort dans son entreprise de dédiabolisation du Front National. On a beaucoup parlé de la dédiabolisation du Front National. Elle a réussi à mettre en avant un Front National plus présentable, mais elle a aussi, en utilisant un grand syncrétisme de valeurs, de références, en mêlant des références de gauche, de droite, à brouiller. Elle a quand même beaucoup brouillé les pistes, brouillé les clivages idéologiques. Et donc, du coup, elle a beaucoup affirmé, hein, alors que pourtant, quand on demande encore aux Français de classer ce parti, ils le classent quand même toujours à l'extrême droite. Mais elle, son discours, c'est toujours ni gauche ni droite. Justement, comme Emmanuel Macron, ils ont en tout cas ça en commun. Pas d'autre chose, bien sûr, mais ils ont en tout cas ça en commun, d'avoir l'un et l'autre voulu sortir du clivage gauche-droite. Et Marine Le Pen, jamais elle se dira d'extrême droite, jamais non plus elle se dira de droite. Elle, quand elle met quelque chose en avant, enfin je parle sous contrôle du grand spécialiste que nous avons avec nous, qui est du Front National, mais quand même, elle a quand même réussi ça. Enfin, tu confirmeras ou pas, mais elle a quand même, me semble-t-il, réussi ça, et ça a pas mal percuté aussi chez les jeunes. Elle a réussi à attirer à elle bon nombre de jeunes aussi sur cette question-là. Une petite précision, s'il vous plaît. Comme le Parti communiste est quasi inexistant pour les élections présidentielles, est-ce qu'on ne peut pas dire que Marine Le Pen a de quelque sorte récupéré les voix qui auraient pu aller au Parti communiste? Non, je ne pense pas, parce que le Parti communiste, effectivement, il est inexistant, mais il y a quand même quelque chose autour de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon qui, bon, c'est pas le Parti communiste, puisqu'il il s'est présenté hors de son alliance avec le Parti communiste, mais pendant longtemps, au travers du Front de gauche, il y avait quand même une proximité entre les deux, et donc il n'y a pas comment dire... il y a, en tout cas pour les jeunes qui veulent trouver une gauche radicale et un discours de gauche radicale, il y a la possibilité pour eux de se reporter sur Jean-Luc Mélenchon. Et dans la campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a fait une très bonne campagne et a une dynamique électorale tout à fait significative dans l'électorat jeune, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, 30% des jeunes, hein, donc c'est-à-dire plus que pour Marine Le Pen encore, 30% des jeunes ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Et on a même observé dans le cours de la campagne, à un mois de l'élection, un changement de dynamique. C'est-à-dire qu'au départ, encore en janvier-mars, Marine Le Pen était à 30% chez les jeunes, chez les tout jeunes, et Jean-Luc Mélenchon un peu plus bas, hein, 20-22%. Et puis, au moment de l'élection, hein, eh bien, ça s'est rééquilibré en faveur de Jean-Luc Mélenchon, qui a fini donc avec 30% de voix chez les 18-24 ans, et Marine Le Pen 22%. Donc Marine Le Pen, voilà, elle ne capte pas, enfin elle capte évidemment une partie des jeunes ouvriers qui auraient pu voter dans le temps pour le Parti communiste, mais quand même, il y a une offre politique à gauche, radicale, ou je sais pas, pas loin quand même des idées communistes, même si Jean-Luc Mélenchon n'est pas un communiste, c'est compliqué, mais ils peuvent aussi voter pour Jean-Luc Mélenchon, et ils ont voté quand même en nombre pour Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que quand on additionne ne serait-ce que ces deux, si on regarde le rapport des jeunes à cette élection, on a un tiers qui est resté en dehors de l'élection, qui n'ont pas voté. L'abstention, c'est quand même très fort, un tiers. Parmi ceux qui ont voté, 1 sur 2 a donné un vote soit pour Jean-Luc Mélenchon, soit pour Marine Le Pen. Et puis enfin, on a 21% qui ont voté, un cinquième qui ont voté pour Emmanuel Macron. Mais voilà la réalité du
du rapport des jeunes à cette élection. Alors, pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure sur l'avenir, si vous voulez, nous nous sommes efforcés de présenter les éléments qui ont profondément changé. Il ne faut pas cependant en tirer la conclusion que le vieux monde est définitivement mort et qu'un nouveau monde s'est substitué radicalement à lui. Ça serait absurde d'en arriver à cette conclusion. Vous savez, ce marxiste italien Antonio Gramsci, qui dans les lettres de prison définissait la crise de manière extraordinaire, il disait: qu'est-ce que c'est que la crise? C'est quand le vieux meurt et que le neuf hésite à naître. Là, véritablement, un vieux monde politique est en train de se défaire et un nouveau monde politique est en train d'hésiter à naître. Et on y est, on est en pleine crise. C'est pour ça qu'il faut vraiment parler de la crise de la représentation politique en France. On est en pleine crise. Hein. Il y a un vieux monde qui est en train de, voilà, de se fissurer, mais qui n'est pas complètement mort. Le vieux monde résiste. Hein. Et un nouveau monde qui est en train de naître, dont on a du mal parfois à percevoir la pérennité, la solidité ou les éléments de fragilité. Hein. Et on est en plein dedans. Hein. Et dans ce processus, il y a bien sûr une force politique tout à fait nouvelle qui est en train de perturber profondément toutes les démocraties européennes, c'est ce qu'on appelle le national-populisme. C'est-à-dire ce mélange du populisme tel qu'on le connaît depuis le XIXe siècle, hein, et vous êtes le pays qui a inventé le populisme, hein, les narodniki, voilà, il y a eu un populisme russe qui est considéré en effet comme, avec le populisme américain, d'ailleurs c'est intéressant, hein, comme fondateur de cette culture populiste où des forces politiques et des leaders politiques engagent avec le peuple auquel on prête toutes les vertus, bien sûr, hein, engagent une forme de dialogue direct et les leaders populistes, en effet, sont censés être la voix du peuple. Voilà, hein, avec une construction complètement mythifiée, d'ailleurs, hein, de la figure politique du peuple. Hein. On a bien vu ça dans le populisme russe, on a bien vu ça dans le populisme nord-américain, et on a bien vu ça ensuite dans tous les populismes latino-américains. Donc on croyait que c'était réservé, nous, aux Russes, aux Américains et aux Sud-Américains. Eh bien non, c'est devenu une spécialité française et européenne. Voilà, on y est. Hein. Et la vie politique de tous nos pays est aujourd'hui traversée par des leaders populistes dans tous les pays européens, sans exception. Et ce populisme se greffe sur ce qu'on pourrait appeler une idéologie accueillante, le nationalisme, le retour du nationalisme. Hein. Au fond, je dirais il y a deux crises. La crise du politique et des corps intermédiaires a amené le retour du populisme. Et la crise du global, de la globalisation, a amené le retour du national. Et ces deux retours sont en train de se marier dans nos vies politiques respectives sous la forme du national-populisme. Hein? C'est ce à quoi on assiste. Regardez ce qui se passe en Italie en ce moment. Hein? Et ce national-populisme, il se nourrit de trois ressorts. Il se nourrit d'un vieux monde industriel qui disparaît. La société post-industrielle a entraîné une crise majeure. C'est la disparition, en effet, ou la marginalisation des vieilles sociétés industrielles avec l'acteur social fondamental qu'était le prolétariat industriel. Aujourd'hui, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que la classe ouvrière française? Oui. Ça n'a pas beaucoup de sens. Bien sûr qu'il y a des ouvriers. Mais l'ouvrier, aujourd'hui, c'est très souvent un ouvrier de service. C'est le jeune homme qui vous livre des pizzas le soir à Paris. Il est considéré comme ouvrier. Mais vous voyez que ça n'a plus rien à voir avec l'ouvrier qui était un ouvrier de la sidérurgie ou de la mine, syndiqué, encadré par le Parti communiste. Vous voyez, c'est fini tout ça, cette classe ouvrière. Ça n'existe plus, sauf dans la tête de quelques sociologues attardés. Hein, ça n'existe plus. Hein, voilà. Donc, cette société industrielle, elle est en train de mourir. Et bien sûr, ça a créé
ça a créé un trouble majeur dans la classe ouvrière, chez les ouvriers. Les ouvriers ne savent plus à quel sein politique se vouer aujourd'hui. Hein? Et faute de sein politique auquel se vouer, ils viennent peu à peu, c'est la lente dérive des classes ouvrières que l'on connaît dans le monde entier, ils reviennent ou ils viennent au national-populisme. Hein? Tous ces nationaux-populismes ont des clientèles extrêmement populaires. Hein? Au second tour, Marine Le Pen est majoritaire, à la majorité absolue chez les ouvriers français qui vont voter. Elle est majoritaire chez les locataires du logement social. Elle est majoritaire chez les chômeurs. C'est-à-dire, vous voyez, dans ce qui était le cœur de la classe ouvrière de la société industrielle classique. C'est la même chose en Autriche. C'est la même chose en Italie aujourd'hui. Donc, ça, c'est un des premiers ressorts du national-populisme. Hein? C'est le grand acteur de la société industrielle est en déshérence aujourd'hui. Il a perdu tous ses repères. Ses enfants ne savent plus à quel sein se vouer. Eh bien, ils vont assez massivement vers le national-populisme. Alors ça déçoit tous ceux qui travaillaient sur la classe ouvrière, parce qu'ils avaient mythifié la classe ouvrière. La classe ouvrière, c'était un acteur historique qui ne pouvait être qu'à gauche, porteur de tous les espoirs de la société tout entière. Tu parles aujourd'hui, mais ça n'a plus rien à voir, tout ça. C'est à remiser au magasin des accessoires intellectuels, tout ça. Hein? C'est terminé. Hein? Donc ça, c'est le premier ressort. Le deuxième ressort, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est toutes nos sociétés sont confrontées à la question du global. Le global au plan économique, le global au plan politique, la gouvernance mondiale, la gouvernance européenne pour les pays européens, etc. Enfin, voilà. Hein. J'étais au Brésil, mais les Brésiliens me disent, alors le Mercosur, voilà, ils sont confrontés aussi à la gouvernance globale. Le Brésil ne dépend pas uniquement du Brésil. Et, voilà, hein, bon. Et puis, le global au quotidien. C'est-à-dire le global tel qu'il vient nous interpeller dans notre vécu quotidien, au travers de sociétés qui sont des sociétés de moins en moins homogènes, des sociétés cosmopolites, de plus en plus cosmopolites. Moi, quand j'étais enfant à Paris, j'allais dans le métro le matin, j'entendais parler français. Là, je vais dans le métro, j'entends parler 40 langues. Voilà. Et de temps en temps, je me dis, ah tiens, je me pince, je me dis, est-ce que je suis en France ? Hein, voilà, hein, j'entends parler toutes les langues, en effet, du monde dans le métro. Hein. Donc on est bien dans une société cosmopolite. L'ethnic business, on se disait c'est pour les Américains, ça, ce machin. Maintenant, l'ethnic business, à Paris, regardez, chérie, il est 9h du soir, on n'a toujours pas dîné, ben on va aller chez le Chinois. J'ai pas d'eau, ben je vais descendre chez le Tunisien, le Thun, comme on dit. Ben, le Tunisien qui a une auberge, une petite épicerie qui est ouverte jusqu'à minuit. Hein, voilà. L'ethnic business, on est complètement dedans. Donc on est dans ce cosmopolitisme. D'où l'importance de la question immigrée, parce que l'immigré, c'est quoi? C'est l'homme mobile. C'est l'homme qui traverse les frontières. C'est la mobilité par essence, l'immigré. Et c'est normal que la question de l'immigration devienne une question essentielle aujourd'hui dans la vie politique de notre pays, parce que, quelque part, si le global s'incarne, il s'incarne dans l'immigré. Hein, le type qui vient du Soudan, là, qui arrive en France. Ah, le Syrien, on croyait que les Syriens, on n'en verrait jamais, nous. Ah ben les Syriens, maintenant, ils sont porte de la Chapelle. Voilà, à Paris. Hein, voilà. Et donc, la question de l'immigration devient une question, en effet, extrêmement importante. On le voit dans tous les sondages de motivation de vote au moment de l'élection présidentielle. Donc ça, c'est la deuxième question, vous voyez, qui n'est pas simplement une question franco-française. Hein. Tous les pays sont confrontés à cela. Hein. Et puis la troisième question, c'est le malaise politique. Comme un vieux monde politique est en train de mourir, on ne se sent pas à l'aise dans la politique. Ah, je me souviens, mes parents, ils trouvaient ça génial, la gauche, la droite. C'était génial, il y avait le Parti communiste, il y avait les socialistes, il y avait les gaullistes. Moi, ma mère était démocrate chrétienne, mon père était gaulliste, c'était formidable. Wow. C'était comme ça depuis toujours, ça serait comme ça pendant de longues années. Hein, bon. Paix à leur âme, aujourd'hui, s'ils revivaient aujourd'hui, ils se diraient, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que cette anarchie, quoi, hein, voilà. Ils n'y retrouveraient pas du tout leurs petits. Donc ça crée un trouble. Quelles sont nos identités politiques aujourd'hui?
attendez, si on se posait la question à chacun d'entre nous, quelles sont nos identités politiques, hein? On ne répondrait pas comme nos pères et nos mères, on ne répondrait pas comme nos grands-parents, hein? Vraiment pas. Hein? On est dans une recherche, un flou, je suis un peu de gauche, je suis un peu de droite, je suis un peu de nulle part, je ne sais plus très bien. C'est comme dans le domaine religieux. Tous les sociologues du religieux en France disent de plus en plus on est dans le bricolage religieux. C'est-à-dire quand vous posez des questions aux gens, on dit vous êtes croyant, vous êtes catholique de moins en moins en France, bon. Mais ensuite on leur dit vous êtes croyant, ouais plutôt. Ok. Vous croyez à quoi? Oh ben un peu de catholicisme, un peu de sagesse orientale, hein, un peu de bouddhisme, allez, je check tout ça, un peu de développement personnel, voilà, et puis bah, ça me fait ma croyance. Bon, ce bricolage religieux, on le connaît dans le domaine politique. Mais est-ce que ça nous rend épanouis? Non. Il y a un malaise politique. Et les nationaux-populistes, ils en profitent. Parce que les nationaux-populistes, leur fondement, c'est de dire non. C'est de dire non. Hein? C'est de dire non à tout ce qui existe. Les partis politiques sont corrompus, les institutions trahissent le peuple, les élites trahissent le peuple, les intellectuels trahissent le peuple, tout le monde trahit. Hein, ils sont dans une vision complètement conspirationniste de l'histoire. Il n'y a que des gens qui veulent du mal partout. C'est un complot international. Hein? Bon. Donc, ils sont à l'avant-garde de la politisation du rejet de la politique. C'est ça ce qui fait la force du national-populisme. C'est qu'ils arrivent à politiser le rejet de la politique, à en faire une arme politique. Marine Le Pen, elle est extraordinaire là-dessus. Hein? Depuis que je l'écoute ou que j'écoute son père, ça a toujours été la même chose. Hein? Vous êtes entouré de traîtres. C'est l'UMPS, c'est-à-dire la droite se met avec la gauche, et puis ils gouvernent ensemble, et puis voilà. Hein? Salvini en Italie, le leader de la Ligue, mais c'est exactement le même type de discours. Hein? Et on pourrait prendre Norbert Hofer, le candidat, vous savez, qui a failli gagner au second tour de l'élection présidentielle en Autriche, c'est exactement le même discours. C'est-à-dire quand il y a, et Dieu sait si dans nos sociétés, il y a ce malaise politique, vous rajoutez le malaise par rapport à la globalisation et le malaise par rapport à une société industrielle qui est en train de fuir sous nos pas, vous avez compris. Hein? Ces trois ressorts nourrissent de manière inéluctable le national-populisme. Est-ce que ça veut dire qu'ils arriveront au pouvoir? Pas forcément. Pourquoi? Parce que ce sont des forces de rejet. Ce sont des forces qui, pour l'instant, savent très bien, beaucoup mieux que d'autres, dire non. Mais est-ce qu'ils savent dire oui? Quand il faut gouverner, il faut dire oui à quelque chose. Il faut se mettre autour d'une table, dire « je ne suis pas d'accord avec toi, mais on va essayer de faire un bout de chemin ensemble pour réformer la sécurité sociale, l'économie. » Voilà. Bon, il faut discuter. Cette culture du compromis, ils ne l'ont pas, les nationaux-populistes. C'est ça ou rien. Regardez ce qui se passe en Italie. Ils tentent de faire un gouvernement. D'ailleurs, presque des semaines et des semaines. Ils disent, voilà, le ministre de l'économie, je veux celui-là. Un des plus vieux leaders, d'ailleurs, italiens. Ce qui, pour des forces qui veulent le renouveau, qui est un fanatique opposé à la monnaie commune de l'euro. Ce qui, pour un pays qui est central dans l'euro, tout de même pose problème. Le président italien dit non. Tous les autres, j'en veux bien, mais pas celui-là. Mais j'en ai un autre de chez vous, le numéro 2 de la Ligue. Si vous voulez, vous le mettez à la place, et moi, le président de la République, je vous dis OK. Et là, Matteo Salvini dit, eh bien, non. Voilà. Non. Hein? Je ne dirai pas oui, même au numéro 2 de mon camp. Parce que là, on est au cœur de leur culture. C'est-à-dire, ils n'ont pas de culture de gouvernement. Le gouvernement, c'est le compromis, qu'on le veuille ou non. Hein? C'est le compromis. Et comme ils n'ont pas de culture de compromis, qu'ils n'ont pas de culture de gouvernement, même ces forces de protestation dont Anne Muxel parlait tout à l'heure, elles se disent à un moment, ok, je suis en colère, mais est-ce que la colère peut déboucher sur une coalition de gouvernement durable? La réponse, très souvent dans les pays européens, c'est non. C'est non. Donc ils font de très bons scores, 20, 30, 40% et plus en Autriche, mais ensuite ils ne peuvent jamais gouverner seuls.
Et donc, quand ils gouvernent, parce que de temps en temps ils arrivent à gouverner, c'est sous forme de coalition. Regardez en Autriche, par exemple, oui, ils viennent de rentrer dans un gouvernement avec la droite conservatrice. En Slovaquie, ils gouvernent avec qui? Avec la gauche. Hein, en Slovaquie. Donc, le SNS slovaque, qui est un parti raide, hein, dur, eh bien, gouverne avec M. Fico, hein, la gauche. Donc, vous voyez, pour l'instant, aucun national-populisme n'a réussi, dans un pays européen, à devenir majoritaire à lui tout seul. Et ça, pour conclure sur Marine Le Pen, c'est le drame de Marine Le Pen. Marine Le Pen n'y arrivera jamais toute seule. Si elle y croit, elle se fait des illusions. Elle n'y arrivera jamais. Il y a ce qu'on appelle, vous savez, en France, le plafond de verre. Elle ne peut pas le passer. Elle donne des coups de tête, mais elle n'y arrive pas. Parce que quand les Français la voient, il y a eu un second tour. Après le premier tour de la présidentielle, il y a eu un second tour qui a vu la victoire de Macron. Et toujours entre le second tour, depuis les années 70, entre le premier et le second tour, il y a un débat. Mais le débat, c'était, je vous assure, c'était mais hallucinant, quoi. Vous aviez d'un côté un homme, ce petit jeune, là, Emmanuel Macron, qui connaissait les dossiers. Puis, face à lui, vous aviez quelqu'un, c'était... Les Français se disaient tout de même, on va voir, pourquoi pas voter pour Marine Le Pen? Mais ils se disaient, au moins elle connaît les dossiers. Et là, c'était hallucinant. Elle ne connaissait pas les dossiers. Parce qu'à un moment, Emmanuel Macron lui dit, écoutez, Madame Marine Le Pen, bon, éventuellement, alors, vous voulez sortir de l'euro? D'accord, pourquoi pas. On fait comment? Alors là, elle commence à prendre, elle avait 15 000 dossiers, elle prend tous ces dossiers, et là, c'était mais catastrophique. C'était catastrophique. Elle n'y connaissait rien. Elle mélangeait tout. Elle était incapable d'ébaucher le début d'une réponse crédible. Et donc Macron n'a eu qu'à mettre peu à peu en valeur, en restant très poli, son incompétence totale. Voilà. Et c'est là où ces grands leaders protestataires, que ce soit Mélenchon, que ce soit Marine Le Pen, connaissent leurs limites. Vous voyez ? La protestation, c'est très bien pour faire 30% des voix. Pour faire 50%, ça ne suffit jamais. Voilà. Malheureusement, je vais être obligé d'être le méchant gardien du temps. En tout cas, je crois que merci à Anne Muxel et à Pascal Perrineau de nous avoir dressé un tableau, je crois, extrêmement fin et détaillé de la vie politique française, de la sociologie politique française. Même moi, j'avoue que c'était important aussi pour moi, qui j'étais sur le pays depuis maintenant 1 an et demi. Je remercie évidemment la faculté d'histoire et l'université d'État de Moscou de votre accueil. Je crois que ces conférences, nous allons essayer de les renouveler les années dans les temps qui viennent, en tous les cas. Et encore une fois, merci à vous deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Voilà. beaucoup.